Daniel Benambouzig, bonjour. Bonjour. Votre regard de sociologue, la réalité de ce qui se passe dans nos assiettes, le poids des lobbies agroalimentaires, la confiance que l'on peut avoir dans ce que l'on mange. Vous publiez un essai, Les lobbies au menu, aux éditions Raison d'agir. Ce qui est peut-être plus important, c'est le sous-titre « Les entreprises agroalimentaires contre la santé publique ». On va en parler. Daniel Benambouzig, dénoncer ces comportements et les dérives contre la santé publique, c'est important pour vous? C'est important de les éclairer. En réalité, plus qu'un essai, c'est une enquête. On a travaillé avec des méthodes sociologiques, des méthodes scientifiques, des méthodes où on rassemble un certain nombre de faits, où on les met en perspective, où on les agrège, où on les quantifie, où on les compare les uns par rapport aux autres. Et c'est ce regard construit, méthodique, presque systématique d'une certaine manière, qui a conduit d'une certaine manière à éclairer tout un ensemble de stratégies qui sont aujourd'hui mises en œuvre par des acteurs proche de l'industrie agroalimentaire, parfois même par l'industrie agroalimentaire elle-même, plus directement, pour circonvenir, participer, s'introduire dans des débats publics qui, in fine, ont vocation à produire des décisions qui affectent l'ensemble de nos comportements, qui sont des décisions collectives, qui engagent une forme de rapport à la vie publique, mais à travers évidemment aussi ses implications commerciales, d'achat, sur la vie quotidienne de vous, de moi, de chacun d'entre nous. Et c'est ça qu'on a vraiment essayé de faire, c'est d'essayer de le regarder, non pas en le dénonçant en réalité, mais plutôt en l'éclairant, et en l'éclairant, je dirais, presque un peu cliniquement, un peu froidement. Et force est de constater que sur ces bases-là apparaît un ensemble assez édifiant de stratégies, d'actions, d'organisations, qui du coup apparaissent peut-être comme une forme de dénonciation de cette forme d'influence, qui est par ailleurs très débattue indépendamment de notre contribution, mais vraiment ce qu'on a essayé de faire, c'est de l'éclairer empiriquement, comme on dit en sociologie, à partir de données. Alors je reconnais là la posture du sociologue qui prend un recul. Néanmoins, ce thème-là, par rapport à votre parcours. Alors, moi je travaille sur les politiques de santé depuis assez longtemps, en tant que sociologue. Je m'intéresse aussi depuis assez longtemps à des sujets économiques. Donc là, on est sur des acteurs qui sont des acteurs de marché, qui sont des acteurs économiques, qui interviennent et qui parfois perturbent les logiques de santé et les logiques de santé publique. En tant que sociologue, j'ai aussi une posture qui est à la fois une posture académique, je suis chercheur au CNRS, voilà, tout ce qu'il y a de plus académique par certains aspects, mais j'ai aussi toujours eu à cœur de développer d'autres types d'activités qui sont plus pragmatiques d'une certaine manière, qui sont aussi un peu plus engagées dans la vie de la cité, à travers des formes d'expertise qui m'ont mis en contact avec voilà, différents types de problématiques, différents types d'acteurs, différents types de décideurs publics. Et c'est aussi dans le cadre de ces échanges que j'ai pu mesurer à un certain moment, au moment où on a commencé ce travail, la puissance de ces débats, et d'autant plus clairement que c'était un moment où les enjeux, les actions d'influence et parfois même les conflits ouverts apparaissaient clairement, ce qui n'est pas le cas en période ordinaire d'une certaine manière. Donc là on était à un moment privilégié d'une certaine manière, c'était les débats autour du Nutri-Score et de sa mise en place, et c'est un moment où les choses apparaissaient clairement et donc dignes d'être étudiées. Alors justement, on va en parler. Ce livre, c'est quand même une enquête très fouillée, sociologique. On voit les stratégies adoptées par l'industrie agroalimentaire, les conflits d'intérêts entre experts, les relations parfois troubles avec les décideurs politiques. D'où est venu ce projet de travail? Enfin, quelle en est la genèse? Alors c'est une genèse, alors il y a toujours plein d'éléments qui rentrent en ligne de compte, mais l'un d'entre eux, je vous le disais, c'est dans le cadre de ces débats et dans le cadre des échanges antérieurs que nous avions avec un certain nombre de décideurs, et pas des moindres dans les questions de santé, qui se préoccupaient en fait du caractère un peu biaisé de certains débats, et qui se sont aussi inquiétés de l'intérêt qu'il pouvait y avoir à mieux connaître, y compris pour eux-mêmes, ces logiques-là, pour mieux les cerner, pour mieux les saisir. Ce qui nous a frappé tout au long de l'enquête, c'est que les acteurs qui sont directement impliqués dans cette décision
visions, dans ses discussions, dans ses formes d'expertise, sont évidemment au fait de ces influences, parce que d'une certaine manière, ils y sont exposés, mais ont rarement une vision d'ensemble de ce qui se joue. Ils ont une vision très particulière qui est liée à leur propre situation, au débat particulier dans lequel ils sont impliqués, tout en ayant une conscience trouble qu'il se joue aussi beaucoup d'autres choses sur l'autre terrain. Et donc c'est comme ça qu'a émergé l'idée de regarder les choses plus globalement. Et donc nous avons pu bénéficier d'une forme de demande, de commande de différents acteurs publics pour produire ce qui s'était appelé à ce moment-là une cartographie des formes d'influence. Alors on a redressé les choses, on est allé plus loin qu'une cartographie, et on est allé aussi plus loin que l'influence, si j'ose dire. La notion d'influence est une notion qui est mal famée, qui a une certaine connotation négative, et du coup pour l'appréhender plus objectivement, plus impartialement, on a préféré parler de travail politique des entreprises, qui est un travail en propre, hein, qui a une visée politique et qui est en même temps mis en œuvre par des acteurs économiques. L'influence n'est que l'une des modalités de ce travail politique, et c'est un peu ces éléments-là qu'on a cherché à cerner. Concrètement, on a une demande de la Direction Générale de la Santé, on a travaillé avec Santé Publique France, on a travaillé avec l'ANSES également, donc avec différents acteurs publics qui sont préoccupés de ce type de débat-là, qui, il faut bien le dire, quand on regarde ça un peu dans la durée, leur ont été généralement défavorables en termes d'arbitrage, en termes de décision publique, en termes de capacité à produire un certain nombre de textes législatifs. Pour le bien le situer, c'est autour de ce débat du Nutri-Score, c'est-à-dire l'opposition de l'industrie agroalimentaire à la diffusion large de ce système-là, hein, donc de colorisation des apports véritables de ce que l'on mange, qui a fait l'objet d'une levée de bouclier soit publique, soit beaucoup par l'influence, comme vous dites, et qui a véritablement, on va dire, fait obstacle dans un premier temps à cette mise en place. C'est un moment effectivement qui a cristallisé beaucoup de choses. Ces débats-là sont néanmoins antérieurs. Hein. Les efforts de régulation des pouvoirs publics qui se sont souvent heurtés à voilà, une forme d'incapacité sont antérieurs, à travers par exemple le plan national, le PNNS, le plan national santé nutrition. Oui. Et donc on a ce type d'enjeu depuis assez longtemps. On a des enjeux aussi parce qu'un certain nombre d'acteurs, y compris de recherche, ont repéré aussi ce type de problématique et donc des travaux antérieurs. Notre travail s'inscrit dans un ensemble de contributions académiques plus vastes, plus riches. J'ai en tête une expertise collective de l'INSERM en particulier qui avait posé ces questions-là. Bon, il se trouve qu'à ce moment-là, je travaillais dans l'environnement de l'INSERM, on avait ce type de discussion. Donc le moment du Nutri-Score, c'est un moment de cristallisation de ces débats-là, et ce qui le rend particulièrement évidemment saillant et intéressant. Alors, pour descendre au niveau de l'assiette, Daniel Benamouzik, vous êtes, titulaire de la chaire santé à Sciences Po, vous avez mené cette enquête, et effectivement, avec des constats qui ne mettent pas toujours en appétit. De manière très pratique, vous, quand vous allez faire vos courses, comment, on va dire, cette partie de recherche intellectuelle, la mettez-vous en application ? Bon, écoutez, je fais un peu comme tout le monde finalement. Je regarde pas tellement la composition des produits, parce que cette composition, elle est souvent faite pour ne pas être regardée, si j'ose dire. Mais en revanche, je suis assez attentif au Nutri-Score, et à d'abord le fait qu'il existe ou qu'il n'existe pas sur tel ou tel type de produit. Donc ça, c'est un premier élément. Et puis ensuite, j'essaye d'avoir des achats qui sont équilibrés et qui vont permettre ensuite d'avoir une forme d'alimentation à peu près équilibrée. Voilà, après, je ne suis pas un ayatollah de l'équilibre nutritionnel non plus. Hein. Comme chacun d'entre nous, voilà, il y a des moments de plaisir où on se laisse aller à d'autres formes d'alimentation. Moi, ce qui me frappe aussi en tant que consommateur, en tant que personne, et j'en ai pris conscience comme ça un jour en rentrant de vacances l'été, en allant faire mes courses dans un supermarché près de chez moi, c'est à quel point même l'espace physique qui constitue un supermarché est empli de produits alimentaires qui sont loin d'être absolument nécessaires, qui pour beaucoup d'entre eux sont quand même
pré-transformés et ont d'ailleurs maintenant des formes de notation assez péjoratives par le Nutri-Score. Et c'est la proportion de ce type d'aliment, voilà, à un moment donné, a été un peu un déclencheur. Voilà, j'en suis revenu, je fréquente très bien les supermarchés, mais ça a été à un moment donné un déclencheur. Alors, le gastronome Jean-Pierre Coff avait une façon bien à lui de décrire cette nourriture industrielle à faible apport nutritif et qualitatif. Notre génération a été baignée par les aventures de l'aile ou la cuisse de Louis de Funès. Dans toutes ces histoires, à la fin, on a l'impression que les profiteurs gagnent. Écoutez, les profiteurs sont aussi ceux qui nous permettent de manger à satiété et donc voilà, on est aujourd'hui dans une période où on sent bien que l'alimentation est aussi sous tension, etc. Donc les choses sont toujours complexes, il y a différents versants, ils remplissent une fonction tout à fait essentielle dans nos sociétés, ils sont eux-mêmes pour partie, alors avec des degrés variables selon les entreprises, selon les secteurs, dans une logique de transformation et d'amélioration de leurs pratiques. Donc il ne s'agit pas de jeter la pierre trop brutalement ou de dénoncer tous azimuts un certain nombre de choses, mais en revanche, il s'agit de mieux connaître des formes parfois d'action qui sont discutables, qu'on peut comprendre du point de vue d'un acteur économique, mais qui d'un point de vue politique, puisque c'est à cette échelle-là que se situe ce type d'action, sont beaucoup plus discutables et au minimum nécessitent à la fois d'être connus et d'être équilibrés. Pas seulement dans un sens nutritionnel, du coup, aussi en sens d'équilibre des capacités, des pouvoirs, de manière à favoriser une forme de transformation qui, je pense qu'aujourd'hui tout le monde en est bien conscient, est engagée durablement, probablement irréversiblement, et les acteurs industriels qui n'emprunteront pas cette voie seront assez vite en difficulté par rapport tout simplement au principe d'achat de nos sociétés. Et j'ajoute un dernier point qui est très important d'un point de vue pour un sociologue, c'est que ces questions d'achat alimentaire, d'alimentation, de nutrition et du coup de leurs effets également sur la santé publique mais aussi sur la santé individuelle sont stratifiées socialement, sont l'objet d'inégalités sociales qui sont fortes. C'est un des lieux importants, un des espaces importants à travers lesquels se constituent, se reproduisent des inégalités assez fortes d'un point de vue social. Donc c'est pas du tout neutre d'intervenir et de favoriser certaines évolutions par rapport à d'autres, parce que ça ne sert pas de manière complètement universelle et équitable les uns et les autres. Donc ce débat-là est un débat véritablement politique, au sens où il est civique et il fait pleinement partie d'un espace public, mais aussi au sens où il détermine qui sont les gagnants, qui sont les perdants, et donc il faut être, de mon point de vue, au minimum au clair sur ces questions-là, et c'est un peu ce qu'on a essayé de faire à travers cette enquête, c'est d'éclairer quelque chose qui parfois n'est pas toujours clair. Alors justement, sur le champ politique, aujourd'hui, il semble que la prévention devienne une priorité, avec l'intitulé du ministère de la Santé et de la prévention, confié à Brigitte Bourguignon. C'est un signal important pour vous ? Oui, c'est un signal important. Si on recadre un peu les choses de manière un peu transversale, dans notre pays particulièrement, c'est le cas dans d'autres pays aussi, mais dans notre pays particulièrement, la notion de santé a été souvent réduite à la notion de soins, et parfois même de soins hospitaliers, avec une dimension assez forte qui a fait d'ailleurs la vigueur et le prestige de notre système de santé depuis les années 60. Et donc cette réduction autour des soins, autour des professionnels du soin, a parfois conduit à laisser de côté, à sous-financer des formes d'action qui relevaient effectivement de la prévention, ou même plus largement de la santé publique, des déterminants plus fondamentaux de la santé, avant même qu'on parle de maladies, ou même de prévention des maladies. La notion de prévention est elle-même une prévention des maladies, elle est déjà orientée vers le soin en réalité. Donc l'espace plus large de la manière de bien vivre, de ne pas dégrader sa santé, plutôt que de prévenir les maladies, ça c'est une évolution qui est aujourd'hui très forte, qui est actée, et c'est bien que ça apparaisse d'une certaine manière dans la forme d'intitulé d'un ministère, qui est un signal politique, il ne faut pas le prendre pour plus que ça n'est, mais qui est un signal significatif et important. Et j'ajoute que
on est probablement dans un moment, y compris pour le système de santé et de soins lui-même, vraiment de profonde évolution et de rééquilibrage. L'épidémie de Covid, de ce point de vue-là, a été à la fois un révélateur et sans doute aussi un accélérateur de ces enjeux, où les notions de santé publique, de prévention, apparaissent comme des axes stratégiques dans les équilibres autour de la santé, autour y compris des soins, de manière beaucoup plus intégrée que ça n'était le cas jusqu'alors. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est maintenant clairement perçu. Il y a de raisons de penser que ça soit durable. Et donc il y a ce type d'enjeu qui est aujourd'hui un peu symboliquement manifesté par cette dénomination du ministère. Alors, dans votre enquête, dans les constats que vous faites, donc dans ce livre que vous avez coécrit avec Joan Cortinas Munoz, il y a différentes stratégies que poursuivent les lobbies agroalimentaires. Vous les cataloguez, hein, produire de la connaissance, mettre en relation les acteurs, légitimer ou pas ces intervenants. Ces lobbies, c'est tout sauf des enfants de cœur. Vous pouvez donner quelques exemples d'affaires ou du pouvoir de ces lobbies? Alors on parlait du Nutri-Score, je pense que c'est d'une certaine manière le grand révélateur, mais un peu avant, la loi Egalim sur l'alimentation avait été aussi un grand moment de mobilisation de ces acteurs-là, un peu sur tous les fronts, hein, donc ce qui pour le sociologue est tout à fait utile, ça permet de les voir en action, et donc de repérer les différentes formes d'action. Ce qui nous a le plus frappé finalement dans cette démarche-là, presque au-delà des multiples stratégies, des centaines de stratégies identifiables qui sont susceptibles d'être développées, c'est l'importance, c'est le nombre très très important d'organisations dédiées dont le travail, dont les missions, dont les objets à plein temps est de participer à ce type d'activité-là, dont la mission principale est de participer à ce type d'activité-là. Plusieurs dizaines, près d'une cinquantaine d'organisations spécialisées, alors qui ont des types d'activités extrêmement variés, des fondations, des think tanks, des observatoires, des agences de communication, toutes sortes d'acteurs dont l'activité principale est de servir ces intérêts sur un terrain politique, avec une vocation politique, pas une vocation commerciale, pas une vocation de recherche en vue de produire des formes d'innovation dans l'alimentation, etc. Non, en vue de produire un effet sur la décision publique. Plusieurs dizaines, une cinquantaine, une soixantaine d'organisations qu'on peut identifier. Donc ça, c'est vraiment frappant. Et ce que vous dites de manière très claire, c'est que l'existence même de ces organisations, financées par des acteurs privés, est la preuve de leur efficacité. Alors c'est très difficile de prouver au sens presque causal et scientifique, si vous me permettez, la causalité entre une action et un résultat et un effet. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles on n'est pas complètement à l'aise avec l'idée analytiquement d'influence, qui suppose ce type de relation. Comme en général on n'arrive jamais à l'établir, on n'arrive jamais à établir qu'il y a une influence, puisqu'on n'arrive pas à établir le lien de causalité. Donc on a renoncé à l'idée de travailler sur l'influence sur tel ou tel type de politique et de dire que tel ou tel type de politique est le résultat de tel ou tel type d'action. Nous, on se contente de regarder les actions qui sont mises en œuvre. Et leur persistance, leur nombre, leur intensité laisse effectivement supposer de manière plausible, dans la mesure où elle coûte par ailleurs à ces différents acteurs, qu'elle n'existerait pas si elle n'avait pas un degré d'efficacité, en tout cas perçu par les acteurs qui les financent. Donc voilà, c'est un raisonnement un petit peu différent, mais qui consente à se concentrer sur ce qui est fait plutôt que sur ce qui est obtenu en réalité. Alors, qu'est-ce que vous appelez produire de la connaissance? Ça passe par quels moyens? Oui, alors ça c'est aussi quelque chose qui nous a occupés. Il y a un certain nombre de travaux, plus généralement en sciences sociales, qui s'intéressent à ces questions-là. La notion d'influence, l'acception commune qu'on en a, et qui est fondée aussi sur des choses d'ailleurs qu'on étudie dans le bouquin, ça relève de formes de relations avec le politique, vous disiez plus ou moins trop, plus ou moins visibles. Mais au-delà de ces aspects
qu'on a plus ou moins en tête les uns et les autres, qui sont plus ou moins régulés aujourd'hui d'une certaine manière. Ce qui est peut-être encore plus important, c'est ce qui se passe avant, ce qui se passe parfois plusieurs années, voire dizaines d'années avant, qui se joue sur d'autres terrains, qui est effectivement le terrain des connaissances, le terrain même des sciences. Et sur ce terrain-là, l'enjeu, c'est de l'occuper, d'occuper ce terrain et de lui donner une conformation qui ensuite va être favorable dans les débats publics au fait qu'on pourra se référer à tel type d'étude plutôt qu'à tel autre, ou qu'on pourra dénoncer une étude qu'on jugera défavorable en fonction de tel ou tel type d'argument, mais ça suppose qu'on s'y soit pris longtemps à l'avance et qu'on ait favorisé certains types de connaissances. Alors, comment on fait pour favoriser ce type de connaissances? Il y a toute une série de démarches qui sont possibles, et là, plus précisément, on a aussi toute une série d'acteurs qui sont en prise avec les acteurs académiques, qui connaissent leur manière de fonctionner, qui sont souvent d'ailleurs eux-mêmes d'anciens scientifiques, qui ont été de docteurs ou de gens qui ont une formation académique, qui ont une familiarité avec le monde académique, avec leurs collègues du monde académique, et qui du coup peuvent assez naturellement et assez familièrement, même d'une certaine manière, engager des discussions, des conversations, des orientations, qui peuvent proposer des financements. Et donc ces organisations sont présentes. Elles peuvent faire des appels à projets, elles peuvent financer des chaires, elles peuvent constituer des observatoires qui mettront en valeur certains travaux plutôt que d'autres. Elles peuvent être associées à des actions de communication, où on prendra un résultat très favorable, on l'isole, on communique dessus, un petit tweet par exemple. C'est ce que vous appelez le cherry picking data. Oui, c'est ça, on choisit l'élément le plus goûteux, le plus favorable, le plus savoureux, qui peut être ensuite diffusé. Donc toutes ces actions-là sont des actions qui visent à produire certains types de connaissances qui sont favorables, in fine, aux acteurs industriels. Ça, c'est le volet, je dirais, plutôt positif, au sens où il apporte des choses qui sont biaisées, mais qui sont parfois nouvelles, parfois intéressantes. Puis on a un autre versant qui vise plutôt à éliminer certains types de connaissances. C'est ce que vous appelez la création, la fabrique du doute. Alors on fabrique effectivement une forme de méconnaissance, une forme de doute, en mettant en perspective des travaux et en critiquant ces travaux. Alors maintenant, ces mécanismes-là sont presque devenus de facto familiers à beaucoup de nos concitoyens, parce qu'on les a vus proliférer pendant l'épidémie de Covid. On prend une étude qui est assez solide, mais comme toute étude scientifique, il y a des limites. Et on insistera précisément sur les limites plutôt que sur ce qui la rend à peu près robuste, à peu près intéressante, à peu près plausible, et en tout cas digne d'être considérée. Et donc ça conduira au contraire à ne pas la considérer, parce que le lien de causalité entre, par exemple, la consommation de sucre et une forme d'addiction au sucre a été montré chez les animaux, ce qui est très très commun en matière de physiologie, où on travaille sur des modèles animaux, des modèles qui ont des propriétés tout à fait comparables à celles qu'on peut observer chez l'homme et qui les rendent particulièrement intéressantes de ce point de vue-là. Mais comme c'est chez l'animal et pas chez l'homme, il y a un doute sur la transférabilité du résultat. Et comme on n'est pas prêt de faire ces études chez l'homme, parce que ça posera un certain nombre de problèmes éthiques qui feront qu'elles ne seraient pas acceptables, eh bien on va pouvoir dire non, non, mais on ne l'a pas vraiment montré. Ou des travaux épidémiologiques, c'est aussi un grand classique, qui travaillent sur des données larges, qui vont mettre en évidence à un moment donné plutôt des corrélations que des relations de causalité, et bien évidemment vont être dénoncés sur le mode oui, il y a bien une corrélation, mais il peut y avoir des corrélations aléatoires entre des phénomènes qui n'ont pas forcément de lien entre eux. Il y en a plein dans la nature, et donc peut-être qu'on est dans ce cas-là plutôt que dans un cas où la corrélation serait due à une causalité, et donc on élimine la causalité. Donc voilà, ces raisonnements-là sont très récurrents, quand on y est un peu habitué, on les voit venir de loin, si j'ose dire, mais ils ont une certaine efficacité, et ils permettent de faire sortir en quelque sorte du débat, ou de dénoncer, ou de critiquer la faiblesse, parfois de manière assez virulente, de travaux qui devraient en réalité être pris en compte, ou qui sont pris en compte, mais dont on dénonce la prise en compte parce qu'ils ont des faiblesses. Donc là, on est vraiment sur un terrain qui est un terrain de la connaissance, sur des débats qui sont des débats scientifiques, et qui vont conduire à faire le tri entre ce qu'on juge favorable et ce qu'on juge défavorable. Et le tri, pas sur des critères scientifiques, mais sur des critères politiques et économiques. Et c'est ça qui est problématique. Alors, dans les exemples que vous citez, des conséquences
des pressions sur les politiques qui sont induites par cette chaîne de fonctionnement des lobbies agroalimentaires. Il y a par exemple la pression pour réintroduire les distributeurs de soda dans les établissements scolaires. Quel est le système d'approche d'un lobby, bon, sur cet exemple-là ou de manière plus large, pour influer directement auprès du personnel politique, des décideurs? Alors, il y a toutes sortes de... C'est un assez bon exemple. Dans le cas de la France, ça n'a pas été une victoire de l'industrie, mais je crois que l'industrie n'a pas cherché à pousser trop loin son avantage, contrairement à ce qu'elle a fait dans d'autres pays où la distribution de soda est, voilà, tout à fait conséquente, notamment dans des pays qui n'ont pas de système de cantine et où les élèves doivent s'alimenter dans des machines et donc prennent du coca plutôt que de l'eau. Je vais citer une marque, mais ça pourrait être une autre marque, évidemment. Et plutôt que, voilà, que de l'eau. Et dans ce type de situation-là, le distributeur est beaucoup plus stratégique. Dans le cas de la France, il ne l'était pas trop, et d'une certaine manière, il n'était pas aussi voilà, central pour le défendre, et d'une certaine manière, la pression a diminué, contrairement à d'autres débats sur la régulation de la publicité pour les enfants, par exemple, ou d'autres. Alors comment on fait Eh bien, le but du jeu, c'est d'être présent. Il faut être le plus présent possible. Il faut avoir le plus de contacts possible, le plus régulièrement possible, et de la manière la plus familière possible, avec tout un ensemble de décideurs. Qui sont ces décideurs? Ça peut être des ministres, ça peut être des cabinets de ministres, c'est important. Ça peut être évidemment des parlementaires, parce qu'à un moment donné, c'est là que se font les textes qui ont une force normative, les textes de loi. C'est aussi dans le personnel administratif, le cas échéant. Mais les acteurs politiques, au sens partisan, électif du terme, sont sans doute plus sensibles, notamment parce qu'il peut y avoir des enjeux dans telle ou telle circonscription, où les acteurs agricoles, agroalimentaires sont plus présents, donc ça rend un peu plus spontanément sensibles, évidemment, les acteurs politiques à ce type d'enjeu, le cas échéant à ce type de pression. Vous citez des clubs au nom parfois folklorique qui... Oui, qui sont des clubs. Alors, c'est une des modalités de mise en contact, c'est de créer des espaces établis, institués. Alors parfois certains ont même une existence réglementaire, ils sont même faits pour ça, je pense par exemple au Conseil national de l'alimentation, qui vise à organiser de manière tout à fait ouverte et connue et transparente, même d'une certaine manière, les liens entre les acteurs économiques, des acteurs politiques et des enjeux qui sont des enjeux importants pour la vie du pays. Puis il y a d'autres types d'organisations, un peu moins formelles, un peu moins instituées. Les clubs parlementaires en font partie, les groupes d'études parlementaires en font partie. C'est des formes d'organisation qu'on trouve donc évidemment au Parlement, donc les clubs des Amis du Cochon, les clubs voilà, de la table française, des choses comme ça qui vont permettre à un moment donné de valoriser très positivement la gastronomie française, tel ou tel type de filière dont on est particulièrement fier, qui est particulièrement importante pour l'identité culinaire de telle ou telle région, voire du pays. En termes d'emploi. En termes d'emploi, évidemment, en termes d'exportation, donc il y a des enjeux qui sont tout à fait, évidemment, tout à fait importants, et tout à fait... mais ces lieux vont aussi permettre de favoriser des échanges où on expliquera que tel ou tel type de mesure peut avoir des effets extrêmement défavorables sur ce qui se passe à tel ou tel endroit, effectivement en termes d'emploi, ou plus généralement pour la dynamique du secteur. Et si ces liens sont réguliers, si on a l'habitude de discuter avec un certain nombre de personnes, par ailleurs tout à fait cordiales et tout à fait sympathiques, eh bien, les arguments passent plus facilement, et d'autant plus facilement qu'ils sont adossés à de la connaissance bien établie, objective et scientifique qui a été préparée un peu en amont, et où des formes de conviction, ce qu'on appelle la circulation des énoncés, peut être produite à la faveur de ces échanges-là. Donc des clubs parlementaires, et puis on a de manière plus générale toute une série de manières de faire, des déjeuners, des petits déjeuners, des rendez-vous, des courriers, qui permettent de se rendre de multiples formes, de se rendre présent dans cet espace-là, et à la limite presque de le saturer en termes d'information, au point de, probablement c'est difficile de se mettre vraiment à la place des acteurs qui sont directement visés, encore une fois, mais probablement de distordre leur perception de bonne foi d'un certain nombre d'enjeux. Vous parlez même un cran plus loin
parfois de substitution aux politiques. Alors oui, c'est des choses qui peuvent effectivement arriver, où là des acteurs qui sont des acteurs liés à l'industrie agroalimentaire vont se substituer aux politiques. Alors il y a là aussi toute une famille de stratégies possibles, une des plus marquantes, presque caricaturale, consiste à se substituer aux parlementaires qui, à un moment donné, vont proposer des amendements en leur nom propre, mais en réalité, ce sont des amendements qui sont rédigés par des acteurs agroalimentaires, c'est un grand classique. Les parlementaires ne sont pas tout à fait dupes, puisqu'ils voient apparaître très souvent le même amendement rédigé au même moment par plusieurs députés, donc de manière concertée. Et pas du même parti. Et parfois pas du même parti, en effet. Donc là, bon, on se doute bien qu'il est en train de se passer quelque chose. Donc ça, c'est la forme, je dirais, un peu caricaturale. Il peut y avoir d'autres manières de se substituer aux politiques, par exemple en développant des programmes d'action publique, de santé publique, par exemple dans des collectivités locales, donc où ce type de compétences-là pourrait, parfois on pourrait même dire devrait, être prise en charge par des acteurs publics. En réalité, ce sont des acteurs privés qui proposent, qui mettent en œuvre, au nom d'une forme de bien public, d'amélioration de la nutrition, ou de la culture nutritionnelle, ou du goût, ou de toutes sortes d'habillage, si vous me permettez, qui vont permettre de développer ce type d'action et du coup d'être en contact d'un certain nombre de publics et parfois même dans des institutions publiques comme l'école par exemple. Et donc voilà, de développer des actions qui sont supposées être des actions de santé publique, qui parfois ont même un certain intérêt, mais dont on peut s'interroger sur les finalités ultimes en quelque sorte. Et donc là on a quelque chose qui est plus subtil et qui relève de cette famille de substitution à l'action publique. Alors, dans ce que vous décrivez, finalement, il y a le rapport entre la science, la politique, ces lobbies. On voit dans cet ouvrage à quel point cette intrication est parfois effectivement complexe, et vous y mettez de la lumière, pour sortir d'une certaine forme de situation qui peut avoir des volets, comme vous le dites, contre la santé publique. Quelles sont les quelques préconisations que vous feriez pour assainir la part qui a besoin de l'être? Alors, la première chose d'abord, c'est peut-être d'avoir un débat un peu plus approfondi sur la notion très débattue de conflit d'intérêts, qui, de mon point de vue, masque un certain nombre d'enjeux. C'est-à-dire que c'est à travers cette notion-là qu'on a cherché finalement à saisir la difficulté de ces débats-là, en étant très rigoureux sur l'explicitation des liens d'intérêt et parfois des conflits d'intérêt, de leur gestion, en excluant tel ou tel acteur dans une situation d'expertise ou de décision parce qu'il y avait ce type de lien avec l'industrie. Tout ça me paraît tout à fait nécessaire et même indispensable. Mais cette notion de conflit d'intérêt conduit à faire porter le chapeau, si on ose dire, sur quelques individus qui, à un moment donné, sont les réceptacles de ces stratégies, sans que ces stratégies soient éclairées de quelque manière que ce soit. Et donc il y a là aussi une forme de réduction à des aspects, parfois même à des comportements individuels, d'éléments qui, notre travail d'une certaine manière le prouve, sont systémiques. Et on n'a pas de regard sur ce système. Donc d'une certaine manière, la régulation et la gestion des conflits d'intérêts permet opportunément de simplifier la situation, de laisser perdurer des mécanismes développés à une très vaste échelle, en pointant éventuellement quelques individus qui, à un moment donné, se sont retrouvés dans la situation tout à fait problématique d'être en lien d'intérêt, d'ailleurs sans toujours s'en être rendu compte au moment où ils rentraient dans ce type de logique-là, parce que c'était fait pour. Et donc, cette notion de conflit d'intérêt, à mon avis, d'abord mérite d'être regardée de plus près, et ça a une implication très claire, c'est que je pense qu'il ne suffira pas d'être de plus en plus sévère, je pense qu'on est quasiment allé au bout de cette logique en termes de gestion des conflits d'intérêts, mais je pense qu'on doit établir maintenant une transparence, non pas sur les récepteurs de ces jeux d'influence, mais sur ces jeux d'influence eux-mêmes. Ce qui veut dire plus de transparence sur les actions mises en œuvre, sur les budgets consacrés à ce type d'activité, sur les transactions qui les rendent possibles. C'est pas du tout utopique, ça a été fait sur le domaine du médicament.
il y a quelques années, après la crise du Mediator, a été constituée une base nationale, la base Transparence Santé, qui identifie à l'euro près, au centime d'euro près, toutes les dépenses qui sont consacrées à la promotion d'un certain nombre de produits pharmaceutiques. Dans le domaine alimentaire, on est clairement dans un autre monde, tout au moins jusqu'aujourd'hui. On n'a pas véritablement de visibilité, si ce n'est pour les actions auprès des parlementaires ou d'acteurs publics, politiques de premier plan, où on a la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique qui explicite un certain nombre d'actions, ce qui est assez informatif, mais ne donne une vision que sur une partie de cet équilibre, de ce continent caché, si on peut dire. Je ne veux pas surjouer le côté caché, un peu complotiste et en soupçonnant, mais au contraire, il s'agit juste de le mettre sur la table et de le gérer collectivement. Et donc il y a un enjeu, à mon avis, qui est un enjeu de transparence, mais sans se tromper sur l'objet de la transparence. L'objet de la transparence, ça doit être plutôt les transactions qui constituent ce type de travaux politiques. Et puis après, il y a ce que nous essayons de faire, y compris aujourd'hui même, un travail de pédagogie. C'est-à-dire qu'il faut en être davantage conscient, il faut que les acteurs qui sont plus exposés en soient bien conscients. Et dans la mesure où nous avions aussi eu cette commande et ce travail avec le ministère de la Santé, avec Santé publique France, avec l'ANSES, c'est des discussions qui ont favorisé aussi des échanges, une forme de pédagogie aussi avec certains des acteurs de l'expertise qui sont directement confrontés à ces aspects-là, qui encore une fois, généralement, connaissent certains aspects, mais sont surpris par leur ampleur et par leur caractère systémique. Alors Daniel Benamuzig, vous êtes sociologue et le sociologue parfois quitte le système et devient acteur. Vous avez vécu au cœur, alors on change de thème, il n'y a pas de confusion, vous avez vécu au cœur de la décision, la crise du Covid, avec les frontières fermées, le confinement, la vaccination, en tant que membre du Conseil scientifique auprès du président de la République. Vous avez vous avez été sollicité au sein de ce Conseil scientifique et vous avez tiré de cette expérience une réflexion qui donnait lieu à un article qui s'appelle « Un sociologue au Conseil scientifique ». Pouvez-vous nous rappeler les conditions, les circonstances de votre désignation et puis les tout premiers jours de cet ovni institutionnel ? Oui, évidemment. Alors, d'abord, c'est un moment extrêmement marquant, évidemment, à l'échelle d'un pays, de manière générale, mais à l'échelle d'une vie en particulier. Je suis rentré dans ce conseil scientifique sans trop savoir que je mettais le doigt dans un engrenage qui allait se révéler particulièrement difficile et pénible pour tout le monde. J'étais sollicité parce que je travaille donc en sociologie sur beaucoup d'enjeux de santé, de décision en santé, d'expertise en santé. C'est sans doute un premier aspect. Un deuxième aspect, c'est aussi que j'avais travaillé pendant 5 ans dans l'environnement de l'INSERM, dans une alliance des organismes de recherche, des organismes académiques, qui s'appelle l'Alliance Avicent, et je co-dirigeais l'Institut de santé publique de cette alliance. Et à ce titre-là, j'ai eu l'occasion de travailler avec un certain nombre des acteurs qui ont été sollicités, notamment dans ce conseil scientifique et plus largement dans la gestion de l'épidémie. C'est là que j'ai rencontré notamment Jean-François Delfraissy et quelques autres membres du conseil scientifique. Nous avions déjà eu un certain nombre d'échanges, un certain nombre parfois d'initiatives ou de travaux en commun. Au départ, je crois que l'idée de Jean-François Delfraissy et de l'entourage du président de la République était de réunir auprès du président de la République, au moment où l'épidémie apparaissait comme plus sévère et devant donner lieu à une forme d'action coordonnée à l'échelle du pays, on est début mars, devait donner lieu à une forme de conseil, mais au sens d'une réunion. Donc j'ai été invité à une de ces réunions à l'Élysée pour échanger avec le président de la République. À ma grande surprise, cette réunion a duré particulièrement longtemps. J'étais plutôt venu avec l'idée qu'une réunion avec le président de la République, c'est assez bref, en 1 heure, on doit faire le tour des questions. Et cette réunion a été assez approfondie et assez longue. Et j'étais là parce que j'avais proposé un projet de recherche dans le cadre d'un dispositif de réaction aux épidémies
qui a été mise en place par l'INSERM, qui s'appelle le dispositif Reacting, et que Jean-François Delfrécy avait créé après la crise Ebola, en fait. Donc on était un peu dans ce contexte-là. Je crois que Jean-François Delfrécy voulait réunir une variété d'experts, y compris en sciences sociales, et donc m'avait sollicité pour ces raisons-là. Et c'est dans le cadre de cette réunion que voilà, le président de la République a exprimé à la fin de la réunion le souhait de prolonger ces échanges-là. Nous n'avions pas la moindre idée sur le fait que ça déboucherait sur un conseil scientifique, mais voilà, déboucherait sur d'autres formes d'échanges relatifs à l'épidémie. Ce qui est fascinant dans votre article, c'est ce que vous racontez, c'est un peu l'ambiance qui est à la fois faite de doutes, d'incertitudes, de nécessité de prendre des décisions. Il y a véritablement une gestion de crise qui est là en germe et vous le décrivez très bien. Comment vous sentiez-vous dans ce cénacle? Alors on se sent très impressionné non pas par la situation élyséenne, ou que sais-je encore, qui a son folklore, qui est en temps de paix, si j'ose dire, plutôt, voilà, qui a son intérêt, qui est presque d'une certaine manière amusante. Un objet sociologique, un objet sociologique tout à fait ritualisé, institutionnalisé, etc. Mais là, c'est pas tellement ce qui se joue. Ce qui se joue, c'est le poids des enjeux. En fait, qu'à ce moment-là, on commence à percevoir clairement. Et ces enjeux-là, on le sait très clairement, c'est des dizaines de milliers de morts, qui ne sont pas survenus, mais dont on est certain qu'ils vont survenir. Et ça fait peser sur les délibérations collectives, mais aussi sur la responsabilité de chacun d'entre nous, un poids énorme. On sait que c'est ça qui va arriver, on sait qu'on doit réagir contre voilà, ce qu'on appellera un peu plus tard une vague de décès en l'espèce. Et donc l'enjeu, c'est essayer de minimiser ces effets particulièrement négatifs, et donc de préconiser des choses qui ont une chance de les limiter. On ne sait pas véritablement si cela va marcher. On sait qu'on n'a quasiment aucun instrument pour faire face. On n'a pas les instruments habituels de la médecine, on n'a pas de vaccin évidemment, on n'a même pas de test à ce moment-là, y compris technologiquement. Et donc l'enjeu va être de faire face avec les moyens du bord, c'est-à-dire en réalité avec des comportements, avec des mesures collectives, avec des outils assez rudimentaires de santé publique dans un pays, on en parlait tout à l'heure, qui n'a pas développé une très grande culture de déploiement de santé publique, a fortiori dans un temps aussi court, dans une situation d'urgence aussi marquée. On a des institutions de santé publique qui ont été beaucoup renforcées par toute une série de crises depuis une vingtaine d'années, qui sont opérationnelles, y compris en termes de conseil, en termes de production de connaissances, mais dans une situation aussi critique d'une part, et où l'enjeu est le déploiement très rapide, à très grande échelle, de formes de changement d'organisation de la vie collective, on est face à l'inédit. Et c'est ça qui est marquant. C'est très grande incertitude, très peu d'instruments, et le poids terrible des enjeux voilà, qui vont se confirmer jour après jour. Ça a été effectivement cette première séquence, cette première période, qui a duré finalement assez longtemps, hein, quelques semaines, a été particulièrement difficile et voilà, éprouvante, même sur le plan presque psychologique en fait. Hein, voilà, parce que, y compris lorsque progressivement, on est arrivé au confinement, hein, progressivement, ça a néanmoins pris quelques jours. Même là, on ne savait pas jusqu'à quel point c'était efficace, si on arrivait à renverser la courbe, et ça dépendait des facteurs de contagiosité, mais aussi des comportements. Est-ce que la population allait accepter des mesures d'une telle ampleur et aussi inédites? On était face à l'inédit, à l'inconnu. Si ces mesures-là étaient acceptées, est-ce qu'elles seraient efficaces? Si elles étaient efficaces, est-ce qu'elles seraient suffisantes, etc. Et voilà, il a fallu attendre plusieurs semaines, vu la dynamique de la contagiosité, de l'aggravation progressive dans le temps de la maladie une fois qu'elle est déclarée, pour voir finalement la courbe s'infléchir. Et donc dans ces quelques jours, on s'est dit, voilà, c'est pénible, mais c'est pas pour rien. Ce qui n'était pas gagné d'avance. Gagné d'avance.
Alors, on n'est pas à l'heure du bilan parce que il y a toujours l'incertitude. On dit que les indicateurs reprennent, etc. Mais et encore une fois, chaque situation est inédite. Euh, Avec votre regard, hein, encore une fois du sociologue, si c'était à refaire, est-ce qu'il y a des éléments, des enseignements que vous tirez de cette expérience, de ces premiers temps? Euh, Et avec le développement, voilà, hein, de ce qu'il y a eu après, y compris les polémiques, etc. Enfin, oui, oui. Euh, on a eu, il y a assez peu de temps, en fait, une réunion à Paris avec un ensemble de conseils scientifiques européens, en fait, plutôt d'Europe de l'Ouest, qui étaient confrontés à des situations assez comparables, à la fois en termes épidémiques, mais aussi en termes sociaux et en termes politiques, en termes décisionnels. Euh, C'était particulièrement intéressant. Ce qui m'a marqué, c'est en gros l'existence de deux types de modèles en termes de conseils apportés aux décideurs. Des modèles où il y a une task force, un conseil qui est constitué à partir d'acteurs plutôt administratifs, plutôt d'agences, hein, disons, pour faire court, mais qui est souvent constitué de manière ad hoc néanmoins, et parfois même en demandant aux acteurs administratifs de s'émanciper de leur administration, de manière à avoir une capacité indépendante de production de conseils. Et puis un autre type de modèle, qui est plutôt celui qu'on a privilégié dans le cas de la France, qui étaient des modèles plutôt issus des mondes académiques. Voilà, c'est le cas en France, c'est le cas en Suisse, c'est le cas en Belgique, c'est le cas dans d'autres pays. Et on a ces deux modèles. Clairement, les modèles plutôt issus de l'administration ont été mis en place dès le mois de janvier. Les modèles plutôt académiques, qui n'ont pas été mis en place dans le cadre de l'administration, donc, y compris en France, ont été mis en place février dans le cas de l'Italie, mars dans le cas de la France, avril dans le cas de la Suisse, par exemple, donc plus tard, de manière échelonnée, et plus tard. Je crois qu'il y a matière à réflexion sur l'organisation, en fait, de ce type de conseil, dont je pense qu'il est indispensable, tout simplement parce qu'il n'existe pas autrement d'instance de conseil pour les plus hautes autorités de l'État, en particulier pour le président de la République, mais aussi pour le Premier ministre, en ligne directe, je veux dire, et donc avec une capacité aussi, voilà, d'information, de conseil, au-delà de l'agrégation presque de l'information qui est disponible à un moment donné. Et voilà, je crois qu'il y a intérêt à une réflexion sur les dispositifs ou les dispositions d'activation de ce type de cellules, qui devraient être nouvelles à chaque fois, qui devra être proportionné au type de crise qui sera peut-être une crise environnementale et sanitaire la prochaine fois, qui sera peut-être voilà, un épisode climatique ouais. ou que sais-je encore, où il y aurait besoin d'une forme de connaissance peut-être plus particulière pour des raisons qu'on n'anticipe pas complètement, bien évidemment. Bien, voilà, il serait utile de réfléchir dans le cadre ordinaire, si j'ose dire, aux conditions d'activation. Les Britanniques l'ont à travers le dispositif SAGE en particulier. Je crois que ça peut être une manière de gagner du temps. Et en matière infectieuse, le temps est particulièrement important et particulièrement précieux. Et puis après, il faudra réfléchir parce que ça induit d'autres types de biais. Ça induit des formes de proximité, ça induit des formes de subordination hiérarchique aussi, qu'il faut d'une certaine manière gérer. Nous, on était complètement indépendants, contrairement à ce qui a été parfois perçu, parfois dit. On a été absolument indépendants sur nos manières de délibérer, sur les sujets qu'on souhaitait traiter, sur une capacité d'autosaisine de toutes sortes de sujets, etc. Des autorités qui sont dans le cadre d'une administration, à un moment donné, y compris en interne, voilà, renvoient à des formes d'organisation publique, hiérarchique, etc., qui sont peut-être pas les plus favorables à ce type d'activité. Donc il y a voilà, il y a des réflexions évidemment auxquelles il faudra se livrer collectivement, mais je trouve que les conditions précoces d'activation de ce type de situation, manifestement les pays qui ont plutôt privilégié ce modèle ont réagi plus tôt, et ça a probablement une certaine importance. C'est pas pour autant qu'ils ont réagi plus fort. Le fait qu'ils aient réagi plus tôt les a mis plutôt en position attentiste d'une certaine manière, parce qu'au fur et à mesure que le temps passe, ils n'ont pas déjà agi. Et donc agir voudrait dire que peut-être qu'ils auraient pu agir avant et qu'ils ne l'ont pas fait. Donc il peut y avoir une forme de dépendance au sentier dans ce type de décision-là, qui n'est pas toujours
idéal. Moi, je me souviens dans les premiers temps du conseil scientifique, ça m'a beaucoup, beaucoup frappé. Les gens disaient, voilà, les pouvoirs publics sont contradictoires, les conseillers disent tout leurs contraintes, etc. C'est qu'on était obligé de rafraîchir, au sens des logiciels, si j'ose dire, en permanence nos manières de penser. C'est-à-dire qu'une information pouvait détruire toute la cohérence qu'on avait imaginée sur une dynamique ou sur une situation. Je crois que vous avez dit au président de la République qu'il faut changer de paradigme. Oui, alors je me souviens plus exactement à quel moment. Oui, c'est-à-dire qu'il y a eu un moment, oui, je vois très bien en fait. Je le rapporte effectivement dans le papier que vous le citiez tout à l'heure. C'est-à-dire qu'à un moment donné, l'épidémie s'accélère. On connaît une phase d'accélération brutale. Hein, ces courbes exponentielles voilà, qui d'une certaine manière, vont changer la figure de l'épidémie, hein, même si l'exponentielle, en réalité, commence avant et commence lentement, etc. Et donc le type de réaction qu'on avait, le type d'organisation, le type de perception par la population, j'étais plutôt pour essayer de comprendre les relations entre décision, population, etc., me semblait pas adéquate en fait, hein, ni sur la communication, ni sur le type de message qui était porté, ni sur l'ampleur de la situation, etc. Il me semblait que la notion de changement de paradigme indiquait qu'il fallait changer de braquet en réalité. Hein. Donc c'était ça. Et le président de la République m'a repris en disant qu'on ne changeait pas de paradigme, on changeait plutôt de séquence, et probablement qu'il avait raison, c'est-à-dire qu'on était effectivement, c'était la même courbe, et la dynamique était déjà engagée depuis un certain temps, et voilà, elle s'accélérait comme s'accélère une courbe de contamination infectieuse. Daniel Benamouzig, on peut vous féliciter. Vous venez d'être élu président du conseil scientifique de l'école des hautes études en santé publique. C'est l'école qui forme notamment les directeurs d'hôpitaux dans notre pays. En quoi consiste cette fonction ? Alors c'est une question et une fonction aussi intéressante. Effectivement, le HESP est une école qui a longtemps formé les directeurs d'hôpital, qui continue à les former, et qui a d'autres missions nationales de formation, mais qui a une vocation plus large, et notamment depuis la réforme qui a été introduite au début des années 2000 et qui visait justement à introduire plus de santé publique dans le monde, y compris hospitalier d'une certaine manière. Et un des enjeux au sein de cette école, depuis quelques années, je veux rendre hommage ici à son directeur, Laurent Chambaud, et d'avoir, et de quelques autres, hein, il y a évidemment une équipe hein, derrière ces changements-là, ont conduit à internationaliser davantage l'école, ses formations, ses sources d'informations, de contacts, à l'échelle européenne et plus largement, et également son orientation en termes de recherche et en termes de sciences. C'est-à-dire que très longtemps, dans le modèle français, on avait des formations assez administratives, en réalité assez juridiques même, qui ont fait la force aussi hein, de certains types d'organisations, qui aujourd'hui probablement touchent leurs limites à travers, et il m'est arrivé de l'écrire, et parfois très nettement, de bureaucratisation des structures hospitalières. Et donc il y a un enjeu aussi de rénovation de ces manières de pratiquer l'hôpital, si j'ose dire, mais en mettant beaucoup plus de science, de recherche, et c'est ce qu'a fait l'école depuis un certain nombre d'années, de renforcer ses capacités en recherche, de renforcer son inscription dans des espaces académiques, dans des espaces scientifiques, dans les espaces de l'enseignement supérieur et de la recherche. Et elle est en quelque sorte aujourd'hui un peu au milieu du gué, et il faut prolonger cette dynamique-là, favoriser l'ancrage de quel rôle va être le vôtre dans cette transformation ? Alors le rôle du conseil scientifique de l'EHESP, qui est une des instances de la gouvernance de l'EHESP, est justement d'accompagner cette valorisation des aspects académiques, de favoriser la constitution d'équipes académiques. Récemment, une équipe de chercheurs s'est constituée, a été labellisée par l'INSERM, c'est un point important pour cette école. Donc c'est de favoriser ce déplacement de trajectoire. Il y a des enjeux sur la manière d'enseigner, sur la manière de pratiquer l'ensemble des activités de l'école, en favorisant ces liens avec la connaissance, avec la science. On est aujourd'hui dans un moment où la science se fait
voilà, de manière assez rapide en réalité par rapport à toutes sortes d'enjeux qui sont en pleine transformation. On parlait de l'environnement, on parlait de l'alimentation, on parlait d'épidémie. On voit bien que c'est des dynamiques qui sont très rapides et qui impliquent pleinement des chercheurs, des équipes de recherche, des nouveaux savoirs scientifiques, et on ne peut pas concevoir des formes d'organisation collective, même hospitalière, qui ne sont pas directement adossées à ces évolutions-là. Les médecins le savent depuis longtemps, ils sont dans le domaine hospitalier en particulier, où les activités de recherche sont importantes, pleinement en phase depuis toujours avec ces éléments-là. C'est peut-être un peu moins le cas des acteurs plus administratifs, des acteurs plus impliqués dans le management et des structures hospitalières. Donc il y a un véritable enjeu de renforcement de cette culture, pas seulement pour eux. Je suis aussi enseignant à Sciences Po, on a exactement le même type de débat plus largement. Je pense que nos sociétés ont une impérieuse nécessité à considérer très sérieusement les aspects scientifiques, y compris lorsque l'on n'est pas scientifique, lorsque l'on n'a pas reçu de formation scientifique, lorsque l'on n'est pas un ingénieur ou que sais-je encore. Ces éléments-là font pleinement partie de la vie collective, de la vie civique, de la capacité à prendre les bonnes décisions au moment où elles doivent être prises, que ce soit dans le Covid, que ce soit pour l'alimentation. Voilà, ce sont des éléments qui doivent être partagés, et le conseil scientifique au sein de l'école a vocation évidemment à être attentif au fait qu'ils sont bien pris en compte et que, autant que possible, ils prennent des décisions, des directions prometteuses. Alors, Daniel Benabouzig, on arrive au terme de cet entretien. Depuis de nombreuses années, vous vous intéressez à la gouvernance du système de santé, et on l'a vu à travers votre propos. Cette élection survient aussi dans un contexte particulier pour le secteur hospitalier qui est particulièrement sous tension. Vous avez donc de nouveaux défis à court et à moyen terme. Comment envisagez-vous cette nouvelle période? Alors, à titre personnel, moi j'ai une position plutôt académique, donc c'est une position de chercheur curieux de ce qui est en train de se produire, de le comprendre et si possible de l'anticiper. Ce qui me frappe effectivement, c'est le caractère, alors même s'il était déjà euh, prévisible et visible bien avant l'épidémie, c'est l'accélération formidable qui s'est produite du point de vue de l'épidémie et qui est véritablement très très problématique pour le système hospitalier, mais aussi pour d'autres composantes du système de santé. Une forme de retrait du travail qui exige de nouvelles réflexions sur les formes d'organisation du travail, des formes d'attractivité qui se résumera certainement pas des aspects économiques, même s'ils sont extrêmement importants. Donc comprendre évidemment ces enjeux-là, comprendre que derrière ces enjeux-là, c'est probablement une mutation beaucoup plus large de l'ensemble des composants du système de santé. Donc c'est essayer de garder cette vision d'ensemble qui me paraît extrêmement important. Et je crois que c'est aussi le boulot des sciences sociales, le boulot de la sociologie, de mettre en relation ce qu'on observe sur l'hôpital ou ce qu'on observe sur tel ou tel segment du système de santé avec une dynamique plus large. On parlait de son inscription dans la santé publique, par exemple, tout à l'heure. Donc, très gros enjeux sur les formes d'organisation, des coordinations, quelle que soit leur nature, entre les acteurs ambulatoires et hospitaliers, les acteurs ambulatoires et médico-sociaux, les acteurs de santé publique de terrain et tous ces acteurs-là, etc. Donc là, il y a une profusion à la fois de transformation, parce qu'on a beaucoup d'initiatives, beaucoup de modèles qui sont émergents, et c'est le cas en France, c'est le cas dans d'autres pays. Donc il y a un gros travail de connaissance, d'examen, d'observation au fur et à mesure que les choses se font, parfois assez vite, pour comprendre, et autant que possible pour les anticiper. Donc ça, c'est un premier volet je dirais, de connaissances sur les innovations, sur la coordination, sur ces transformations-là. Et puis, vous l'avez mentionné tout à l'heure, j'anime aussi la chaire santé de Sciences Po, et on a à cœur, en plus de comprendre et de travailler sur et de produire des recherches, et autant que possible en phase avec ces transformations actuelles, ce qui nous conduit à travailler sur des sujets plutôt contemporains, plutôt en relation avec les acteurs publics, parfois les acteurs de la décision, pour être bien sûr d'être sur des problématiques qui sont celles qui sont travaillées au moment où on les regarde, et si possible en essayant d'être utile, par le type d'analyse qu'on peut produire. Au-delà de ça, il y a aussi des enjeux de partage, des enjeux de débat, des enjeux de confrontation de points de vue, des enjeux
de tentative, comme disent les anglo-saxons parfois, où il faut essayer des choses, où il faut essayer des idées, où il faut proposer, même si on n'en est pas tout à fait sûr, il faut mettre à l'épreuve un certain nombre d'intuitions, un certain nombre de possibilités. Donc on essaye aussi au sein de la chaire santé d'animer ce type de discussion-là, d'animer ce type de débat-là. C'est une modalité, il y a d'autres modalités, d'autres le font à travers des initiatives comme celle que vous prenez, je vous en remercie. Mais voilà, ces débats publics, ces formes d'échange, ces formes de partage sont aussi tout à fait essentielles pour transformer à une échelle plus vaste nos modalités d'action collective. Alors, je crois que c'est Søren Kierkegaard qui parlait de l'angoisse autour de la décision, de la prise de décision. Merci Daniel Benhamou, parce qu'avec vous, on a levé un peu de l'angoisse par un meilleur éclairage, par un meilleur partage et une meilleure connaissance de ces rouages. Merci. Merci à vous.